Prédictif et pronostic dans le cancer du col. Merci beaucoup, Aïssam. Merci à tous d'être là. Moi, je vais parler du cancer du col. Alors, vous savez qu'il y a, on l'a dit, pas mal de leviers de prévention dans ces cancers et lésions prétumorales HPV induites et papillomatose laryngée. La prévention primaire avec la vaccination prophylactique, on a bien vu que le taux de couverture vaccinale en France était assez catastrophique, mais il faut rester positif et on va y arriver. En attendant, du coup, on a toujours des lésions prétumorales et des cancers HPV induits à partir de 30 ans chez les femmes et les hommes à partir de 30 ans. Et donc, on a deux autres leviers de prévention. Les préventions secondaires et tertiaires. Dans la prévention tertiaire, c'est essentiellement le suivi post-thérapeutique des lésions. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Moi, je vais m'intéresser à la prévention secondaire. Et notamment, on l'a vu là, amélioration du dépistage, notamment des lésions anales. On vient de le voir avec Valentine. Mais on essaie aussi d'améliorer le diagnostic. Et nous, en tant que virologue, c'est ce qu'on essaie de faire avec le docteur David Veyer qui est ici, c'est d'essayer d'avoir des outils en fait plus performants dans le diagnostic et l'ultrastadification des patients parce que ça a un intérêt évidemment cet affinement du diagnostic. On l'a vu pour les cancers ORL pour essayer de potentiellement pouvoir faire une désescalade thérapeutique, mais aussi pour avoir une meilleure prise en charge de ces patients. Donc, ces nouveaux outils moléculaires, il y en a un qui est dans le cadre de tous les cancers, hein, pas que le cancer HPV a été énormément développé ces dernières années, c'est l'ADN tumoral circulant, qui est en fait la détection de mutations spécifiques issues de l'ADN de la tumeur qu'on va aller retrouver dans le plasma des patients, qu'on va pouvoir suivre dans le plasma des patients, donc en détectant les mutations spécifiques de la tumeur. Pourquoi? Parce que ces cellules tumorales, elles meurent comme les autres cellules, et donc on retrouve finalement cet ADN tumoral circulant qui va commencer à augmenter dans un cancer in situ pour augmenter de plus en plus par une dissémination métastatique en cas de cancer invasif, une diminution s'il y a efficacité du traitement et potentiellement des rechutes qui pourront être détectées par cette biopsie liquide. Alors, les outils, on en a parlé ce matin avec Erwan, les outils, il y a pas mal d'outils, notamment ultrasensibles, qui permettent de détecter cet ADN tumoral circulant. Et c'est pour ça qu'on a potentiellement des sensibilités dans la détection de cet ADN tumoral différents en fonction des outils. Il y a notamment il y a le NGS, le séquençage débit, mais cet outil-là qui est la PCR digitale en gouttelette, rapidement, c'est juste en fait une PCR. Tout le monde connaît la PCR maintenant avec le diagnostic du COVID. C'est génial, ça a démocratisé ça. À la différence de la PCR classique, en fait, on va encapsuler les brins d'ADN en amont de la PCR pour être beaucoup plus sensible, pour améliorer la sensibilité de votre PCR et permettre une quantification absolue. C'est un peu les deux qualités phares de cette PCR digitale en micro-gouttelette, qui est la microfluidique, qui est de plus en plus développée, qui a été énormément développée dans l'ADN pour la détection et la quantification de l'ADN tumoral circulant, et qui, du coup, que nous, on a adapté en tant que virologue, évidemment, dans le cancer HPV, je vais y revenir, mais également dans l'étude d'autres maladies infectieuses, comme d'ailleurs le COVID. Alors, pourquoi s'être intéressé à cet ADN tumoral circulant dans le cancer HPV induit? Parce que c'est un modèle parfait. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas les détecter une mutation spécifique sur l'ADN sauvage, une mutation spécifique du cancer, on va aller détecter, en fait, l'ADN de l'HPV dans le sang des patients. Et ça, c'est corrélé avec le fait qu'on ait un cancer invasif. Pourquoi? Parce que l'infection HPV, c'est une infection muqueuse. Donc, le virus n'est pas retrouvé dans le plasma des patients. On le retrouve uniquement en cas de cancer invasif quand finalement on passe la membrane et qu'on atteint ce stade-là. Donc, on va détecter, on va cibler l'ADN du virus, l'ADN HPV, notamment les gènes des oncoprotéines qui sont à l'origine du cancer E6 et E7. Et en détectant ça dans le plasma des patients ou dans d'autres matrices, on va y revenir, eh bien, on va pouvoir en fait dire qu'on détecte de l'ADN tumoral issu des tumeurs HPV. On s'est intéressé, la première tumeur à laquelle on s'est intéressé, c'est en collaboration avec Cécile à l'HEGP, c'est les tumeurs oropharyngées HPV induites pour lesquelles on avait en fait, sur une étude rétrospective, on avait un petit peu de plasma, très peu, 200 microlitres. Et Erwan le disait ce matin, on a corrélé en fait la détection de cet ADN tumoral circulant par PCR digital en microgouttelette avec le TNM des patients, ok, mais on a surtout montré que c'était un facteur pronostic potentiel. Donc, si vous détectez en fait dans le sang
des patients qui ont un cancer oropharyngé HPV induit au diagnostic de l'ADN tumoral circulant HPV par ces techniques ultrasensibles de PCR digital, vous pouvez prédire plus facilement ceux qui vont avoir des récidives ou avoir une survie moins bonne. Ici, le seul qui est mort avec de l'HPV ctDNA négatif dans le sang, en fait, il est mort d'un accident cardiaque qui n'avait rien à voir avec cette tumeur. C'était des petites cohortes, mais du coup, on avait fait cette preuve de concept dans le cancer ORL, et on s'est intéressé au cancer du col. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, il y a des choses à faire dans le col. Pourquoi? Parce que chez les patients qui ont des petits cancers du col, de stade 1A à 2A1, il y en a 15% qui vont récidiver, et ça, et qui vont avoir le même taux de survie que les patients TNPS. On s'est dit, il y a peut-être une amélioration à faire au moment du diagnostic chez ces patientes, et peut-être un intérêt à utiliser ces techniques ultrasensibles, à les regarder notamment dans le ganglion de ces patientes avec nos techniques ultrasensibles de PCR digital, si on ne retrouve pas de l'ADN tumoral HPV, et peut-être, si on en retrouve, est-ce que ce serait le signe d'une mauvaise classification initialement, qui pourrait justement permettre de cibler plus facilement les patients qui vont faire des récidives. Donc, on a fait une étude rétrospective, Translacol, qui s'est basée essentiellement sur les essais Santicol 1 et 2, des essais cliniques, et en rétrospective sur les patients de la HGP. On a réussi à avoir un prix d'Arcagie Gynéco pour ça, pour pouvoir faire cette étude rétrospective. Et cette première étude qui a donc porté sur, à la base, on avait identifié 109 patientes, on a réussi à le faire avec évidemment le matériel qu'on avait réellement que sur 60 patientes. On a montré deux choses. Un, on a confirmé qu'il n'y avait pas de marqueur. Ça, je vous l'avais pas dit, mais en fait, pour cibler ces patientes, on a regardé plein de marqueurs différents pour essayer d'identifier les 15% qui récidivaient. Et il n'y a rien qui sort. Évidemment, on n'arrive pas à trouver de marqueurs. C'est pour ça qu'on a essayé d'améliorer les choses. Dans tous les marqueurs qu'on a, que ce soit les marqueurs classiques de grade, d'âge, de parité, de traitement, on n'a aucun marqueur qui sort pour repérer ces patients qui font des récidives. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à la PCR digitale, non pas dans le sang, mais dans le ganglion de ces patientes. On a donc récupéré les ganglions de 60 patientes. Et déjà, la première information, c'est que dans la moitié d'entre elles, on retrouvait de l'ADN HPV tumoral dans le ganglion. Elles étaient classées N0 histologiquement, mais on retrouvait par PCR digital, par technique de PCR digital, de l'ADN tumoral HPV. Et la deuxième information, alors on est sur une étude rétrospective, avec ses biais, avec la difficulté d'obtenir le suivi, mais avec la persévérance de Rosa Montero, qui est une doctorante espagnole gynéco, qui a vraiment rien lâché parce que c'était en plein Covid, tout ça. On a quand même réussi à travailler jusqu'au bout et à obtenir ces résultats. On s'aperçoit que, évidemment, les récidives qu'on a observées chez ces 60 patientes étaient toutes dans le bras où on détectait cet ADN tumoral HPV par PCR digital dans le ganglion. Donc ça, c'est la première information de cette étude Translacol. Là, l'objectif, on a obtenu la labellisation ARC, programme de recherche clinique, pour le faire sur une plus grosse cohorte, qui est sur Santicol 3, qui est une étude prospective européenne, qui va être sur la même matrice. Et en plus, on aura le plasma des patientes pour essayer d'aller plus loin et du coup, essayer de confirmer ce premier signal. Et l'autre, en fait, marqueur potentiel qu'on développe dans l'équipe, c'est essayer de mettre en place une carte d'identité virale approfondie, en fait, des tumeurs HPV induites en général, et notamment des tumeurs du col, parce que Zorozan a montré que pratiquement 100% des cancers du col étaient liés à HPV, et à partir de ce moment-là, on s'est dit, l'HPV, ok, 100% des cancers du col sont dus à ce virus, mais on s'y intéresse plus. Donc, même les cancers à l'heure actuelle, les cancers du col, les biopsies ne sont pas typés en HPV. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses à faire, surtout avec l'avènement des nouvelles technologies. Et le dogme veut, dans l'histoire physiopathologique du cancer du col, que finalement, plus on va aller vers la lésion de grade puis le cancer, l'HPV va s'intégrer à l'ADN de l'autre et que c'est son mécanisme de cancérogénèse. Donc ça, c'était ce qu'on pensait. Et Jean-Luc l'a redit ce matin, qu'il y avait
intégration pour avoir oncogénèse. Et en fait, avec les nouvelles technologies, on s'aperçoit que ça, c'est pas forcément vrai. Il y a plusieurs études qui le montrent et qui montrent que l'HPV-18 est très souvent intégré, mais qu'en fait, et c'est pas systématique que le virus soit intégré. Et du coup, s'il n'est pas systématiquement intégré, c'est qu'il y a différents statuts moléculaires des HPV dans les différentes strates lésionnelles. Et peut-être ça a un intérêt d'aller regarder s'il est intégré ou pas, s'il est intégré, où il est intégré, quel gène il va taper, etc. Donc ça, c'est un peu la question à laquelle on essaie de répondre avec une technique qui a été développée à la base dans l'équipe d'Alain Nicolas à l'Institut Curie, que maintenant on maîtrise et qu'on a transféré, et qui est en fait une technique de capture HPV où vous allez, grâce à des sondes, capturer toutes les petites séquences d'HPV que vous allez extraire en fait de la tumeur. Et après, couplé au NGS, vous allez pouvoir déterminer, en fait, avoir toute la séquence de l'HPV et déterminer si le virus est intégré ou non. Parce que s'il est intégré, vous allez avoir une délétion, comme ici. Et ici, des jonctions hybrides, où vous allez retrouver le chromosome humain et l'endroit où il est intégré. Alors, ça cible 88 génotypes et plus de 200 variants. On va avoir donc les sites d'intégration dans le génome HPV, dans le génome humain, et du coup, la séquence complète, donc pouvoir voir en fait les mutations potentielles sur le génome viral que vous avez. Donc, c'est très intéressant, c'est moins cher que le dual genome, ça cible l'agent étiologique HPV. L'analyse des données était difficile, mais on a automatisé un pipeline d'analyse avec le docteur Maxime Vac et le docteur Bastien Rance à l'HEGP, et qui permet d'avoir en fait un outil d'analyse de ces données de NGS extrêmement facilité et qui nous donne des résultats comme ça. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un virus épisomal avec toute la couverture du génome, le génome viral qui est totalement couvert. Donc là, on est face à une tumeur, et ça, on l'a fait sur translacol. C'est une image des femmes translacol, et donc c'est une tumeur du col, donc avec du virus HPV 16 complètement épisomal, donc resté circulaire, donc pas du tout intégré, donc sans le mécanisme oncogénique dont je vous parlais au départ. Là, une visualisation d'une tumeur avec de l'HPV intégré, une délétion parfaite dans le chromosome 9, que vous avez ici. Chromosome 10, pardon, que vous avez ici. Et enfin, des statuts mixtes avec à la fois la couverture du génome, donc du virus épisomal, mais on voit très bien ici une délétion à ce niveau-là avec une intégration au niveau du chromosome 9. Donc, on voit des statuts différents. Ça, c'est adapté à l'accord translacol que je viens de vous présenter. Et ça, le manuscrit est en cours de préparation. Ce qu'on a vu, c'est qu'évidemment, il y a plein de statuts différents quand on regarde la cohorte dans son ensemble. Par contre, quand on regarde les récidives, on ne retrouve plus que de l'HPV épisomal, de l'HPV 16 épisomal, excusez-moi, qui soit seul ou en co-infection, et de l'HPV 18 en statut mixte intégré et épisomal. Donc ça, c'est les premières données. On est sur une petite cohorte de patients. Évidemment, l'objectif, c'est aussi d'aller regarder dans la cohorte prospective et laisser Santicol 3 en étude ancillaire. On a eu le financement de l'ARC pour ça. L'intérêt de cette visualisation et de ces statuts moléculaires en tant que marqueur pronostic de l'évolution des cancers du col, notamment de petits stades, donc sans invasion ganglionnaire. Et j'ai fini, et je voulais remercier évidemment tous mes collaborateurs, parce qu'on ne fait jamais rien seul, et notamment Rosa et la persévérance de cette doctorante qui, malgré le Covid et malgré tout ce qu'on a vécu, m'a permis de présenter ces résultats aujourd'hui, David, et tous les autres, tous les cliniciens. Très important. Merci beaucoup.